casser mon dynamisme, mon enthousiasme plutôt. Mais en même temps, vous avez été très factuel. Et on en a besoin aujourd'hui pour se dire les choses en face. Mais avant de faire ma modeste contribution et ma toute petite question, je voudrais quand même féliciter du fond du cœur M. Sen. Je ne le connais pas personnellement, mais je me dis que c'est quelqu'un qui doit être généreux, parce qu'organiser une rencontre d'une telle envergure pour fédérer les expertises et permettre le partage des idées, il faut être généreux pour l'être et nous permettre également, nous, la jeunesse, de faire la nôtre, c'est-à-dire notre idée pour la suite de notre carrière. Donc je voudrais vous féliciter et vous dire merci pour ce moment et reprendre un titre de livre célèbre, merci pour ce moment. Alors, ma contribution, c'est en fait, mon enthousiasme c'est cassé ce matin parce que j'étais très... moi j'aime bien observer et écouter, c'est tout ce que j'ai fait hier. Je me suis dit, il y a tant de choses possibles dans ce pays-là. Et dans le milieu où je suis moi, c'est-à-dire les médias, moi j'ai découvert pas mal de monde. Monsieur qui a fait la présentation hier sur la distribution, j'ai oublié son prénom, mais j'ai trouvé des gens brillants. Et je me dis pourquoi je ne connais pas ces personnes et pourquoi on ne les voit pas à la télévision ni à la radio pour partager. Parce que pour moi, le partage doit s'élargir. Ça, c'était ma petite contribution. Il faut partager et élargir ce genre de rendez-vous. Ma question maintenant, c'est quelle est la place en fait de l'infrastructure technique dans le développement du digital au Sénégal? Parce que on parle de fracture numérique, on a cité la France, on a cité les États-Unis, en Afrique on a cité hier Nairobi et Lagos, et il y a un fossé techniquement. La réalité aujourd'hui, je parle sous votre contrôle, on parle de 47% de personnes connectées au Sénégal. Si on veut proposer des solutions innovantes sans régler au préalable le défi technique d'abord, est-ce qu'on va s'en sortir? Il y a peut-être un début de solution avec le data center de la Sonatel et d'autres opérateurs qui veulent également se lancer. Est-ce que le préalable, le véritable défi pour nos pays en voie de développement n'est pas de régler d'abord l'infrastructure technique? Je vous remercie. Merci, monsieur Chérif. Je demande à Chef Gay de venir ici. De vous présenter aussi. Bonjour tout le monde, c'est le professeur Cheikh Tchekouba Gueye de l'UCAD. Alors là, je suis séduit par l'exposé du professeur Cissé. J'ai un peu hésité de prendre la parole, mais en fait, je voudrais faire quelques observations. D'abord sur sa démarche. Sa démarche est tellement mathématique. On lui pose un problème de décision, il transforme ce problème-là en un problème de recherche. Alors, quand il a fait ça, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire? Mais si on regarde bien sa méthodologie, un problème de décision, c'est une restriction d'un problème de recherche. Qu'est-ce que ça voudrait dire? Ça voudrait dire que, voilà, parce que comme il a dit au début, quel est le problème? Un problème de décision, la réponse est oui ou non. Alors, un problème de recherche, il faut donner des solutions. Il faut énumérer des solutions. Alors, donc ça m'a vraiment... j'ai été ébahi par sa démarche. Je ne sais pas est-ce qu'il est mathématicien ou bien il est scientifique ou bien il est... Voilà. C'est vraiment mathématique ce que vous avez fait et ça permet... On vous donne un ensemble très petit, vous cherchez un ensemble plus grand pour inclure cet ensemble-là. Donc c'est vraiment une démarche très scientifique. Alors, vous avez aussi parlé des problèmes de gestion des données. Alors, comment sont gérées nos données? Comment sont sécurisées nos données? Alors ça aussi, c'est... Et vous avez parlé de détérioration de termes de l'échange. Alors, moi je dis, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On prend nos données, on les confie à des tierces personnes, mais ce qui est encore plus grave, ils ont accès à ces données-là, c'est-à-dire qu'ils ont accès au contenu de ces données. Non seulement on leur demande des requêtes, mais en plus des requêtes qu'ils vont faire, ils ont accès à ces données-là. Alors moi, la réflexion que je me suis faite, c'est pourquoi ne pas confier ces travaux-là à des étudiants. Voilà, et ça va non seulement booster la recherche, mais aussi ça va créer de la valeur ajoutée. Et ça va créer, alors hier quelqu'un en a parlé ici, ça va créer cette relation entre l'entreprise et l'université. Voilà donc un peu les quelques réflexions que je voudrais faire pour le professeur Cissé. Merci pour ça. Merci. Le professeur aura
l'occasion de répondre et de rebondir un peu à vos observations. Alors, j'ai demandé à M. Serine Ngom de venir pour son intervention. Bonjour tout le monde, je me présente Serine Ngom, je suis ingénieur en communication, traitement numérique, réseau et multimédia. Tout d'abord, je remercie le professeur Cissé pour sa brillante présentation et vraiment ça nous a beaucoup apporté tout ici présent. Donc l'intervention que je vais faire, c'est plus ou moins une proposition, une observation parce que on parle de monde numérique. C'est bien la transition vers le numérique. Parce que, 5 ans, j'ai étudié seulement que du numérique. Mais le danger du numérique, c'est qu'on passe faire une transition totale vers le numérique. L'analogie doit toujours cohabiter avec le numérique. Bon, si je parle du côté technique, tous les systèmes numériques sont déjà analogiques du côté hard. Donc, le numérique, c'est seulement le côté source. Et même si on fait cette transition vers le numérique, qui est vraiment bien, parce que ça facilite beaucoup de choses. Donc, tout est accéléré, ça passe avec une très grande vitesse. Mais le problème, si on va dans un monde numérique, tout le monde risque de vivre dans un monde virtuel. Et dans ce monde virtuel, on peut dire, je parle du côté social. Si on parle du côté virtuel, je pense que, le problème c'est qu'il y aura plus cette communion entre les gens. Chacun peut rester de son côté et vivre sa vie. Voilà, parce qu'il peut faire tout ce qu'il veut à la maison, le travail, tout ça. Donc, on parle de robots, mais les hommes eux-mêmes, on va être robots. Il n'y aura même plus besoin de robots parce qu'on a des robots chez nous. Les téléphones sont des robots. On fait tout ça avec les téléphones, des ordinateurs et tout. Et donc, c'est danger ici du côté de vue de l'entreprise, que ce soit du côté de l'État. Je pense que le problème qui se pose, c'est que si on a des systèmes qui sont totalement numériques, on s'expose au danger. Parce qu'on voit les cyberattaques qui se produisent. On a par exemple l'exemple des sabotages au niveau des industries, de l'attaque de Stuxnet. Je pense que tout le monde, certains le connaissent, Stuxnet. Le sabotage des transfuseurs iraniens. Donc ceci est valable pour tout le monde. Ça peut arriver à la Sénélec, à l'Orange, à tout le monde. Et si ces systèmes sont bloqués, je pense que le problème c'est que rien ne sera plus fonctionnel. Donc sur ce, je dis que on peut vivre dans un monde numérique, mais tout le temps on doit garder cette communion entre le numérique et l'analogie. Merci beaucoup. Merci Serine. En tout cas, merci d'avoir soulevé, disons, la dimension humaine du numérique. Alors, qui vient? C'est As Abdelkoudé. Alors, donc soyez un peu plus concis parce qu'on est en train de déborder. Merci. Merci professeur pour votre intervention, je serai très concis. Vous avez parlé des rites de passage, c'est quelque chose qui me parle, sur lesquels j'ai déjà travaillé. Moi, ce qui m'intéresserait, c'est de savoir, est-ce qu'aujourd'hui vous avez une piste de réflexion, ou avec quelqu'un qui a déjà travaillé sur ce que vous avez dit pour l'accompagnement de nos États, pour le changement vers le numérique. Vous avez parlé de séparation, c'est un nouveau concept pour moi et j'aimerais travailler dessus. Et la question que je vous pose, est-ce qu'aujourd'hui il y a une documentation, il y a des experts, que ce soit sénégalais ou ouest-africains, qui travaillent sur cette problématique-là et d'accompagner sur le changement? Merci, c'est tout à fait précis. Vive la commune du changement. Hassan? Bonjour tout le monde, je m'appelle Hassan Beng, je suis le fondateur de Carabide et de Digibox. Digibox qui a été un des partenaires de West Africa pour la partie informatique de cet événement. Donc c'est une petite contribution. Merci professeur. Vous avez parlé de fin de la matière et je voulais juste faire une référence. Peut-être vous recommander, si vous n'avez pas encore, vous n'êtes pas encore informé de ça, de ce qu'on appelle le Neuraless en anglais, proposé par Elon Musk. Vous avez parlé de fin de la matière et ça m'a fait penser à ça. Elon Musk qui propose de brancher nos cerveaux aux ordinateurs parce que le clavier qu'on a aujourd'hui est trop lent. Et vous avez parlé aussi de rapidité et ces deux choses sont des notions qui se retrouvent dans ce Neuraless là. Je pense que ça peut être intéressant de voir ça. Donc, vous comme Elon Musk peut-être pensez que les choses vont trop lentement et que il faut aller plus vite. Toujours pour citer Elon Musk,
Je voulais vous recommander aussi de voir ce qu'il a créé qui s'appelle Astra, une nouvelle école qu'il a créée pour ses enfants, basée sur le constat que l'école d'aujourd'hui n'est pas assez créative. Donc je vais terminer par poser une question, parce qu'on parle souvent, surtout à votre niveau, les enseignants et les chercheurs, parlent d'innovation, je pense trop même. Et concrètement, vous, comment votre façon de rechercher et d'enseigner a changé, a été transformée par le digital? Je pense que, comme on dit souvent, charité bien ordonnée commence par soi-même. Merci. Merci à ça. C'est ici. Bon, voilà. Je pense, professeur, vous avez un panier bien rempli. J'espère que la moisson sera belle. Merci. Merci beaucoup. Je vous remercie aussi pour vos commentaires de tout à l'heure par rapport à la conduite du changement. Et j'espère qu'on aura à se revoir sur d'autres projets. Merci également à tous les participants qui ont pris la parole, qui ont exprimé des propos aimables et des questions à la fois, qui nous permettent d'avancer et de continuer. Monsieur Diop, je suis vraiment, je ne sais pas où est-ce qu'il est assis, cher Diop, Chérif Diop. Oui, je suis là. Oui, je suis vraiment un éternel optimiste sur ce terrain-là. Je veux juste alerter pour qu'on ne prenne pas les mauvaises pistes, c'est tout. Mais je pense que c'est cet optimisme qui me laisse ici, dans une zone en développement, souvent hypoconnectée, et que je cherche à améliorer. J'aime travailler dans les univers où il n'y a rien. J'étais le premier recteur de l'université Alioune Diop de Bambey. C'était pour moi un très beau challenge d'aller dans un environnement quasi désertique où il n'y a rien. Et quand je suis arrivé, j'ai pris une parcelle dans le jardin qui n'était que de la latérite, de dire c'était ça mon bureau. Et mon défi, et je l'ai réalisé avant de quitter, c'était un jour de poser un fauteuil sur de la pelouse et en étant connecté au Wi-Fi, en me disant que c'était possible. Dans une des régions les plus pauvres du Sénégal, mais on avait à l'époque des conditions de travail, l'université vient d'avoir 10 ans, on avait des conditions meilleures qu'à l'UQAD et à l'UGB, grâce au numérique. Donc je pense que les difficultés que l'on peut avoir ne doivent être vues que comme des opportunités, ce sont des chances. Et je cite quelqu'un qui nous est familier au Sénégal, le juge Kebambey, qui a été président de la Cour suprême du Sénégal à 35 ans. Aujourd'hui, ce n'est même pas pensable pour un juriste. Et le jour de son investiture, il avait prononcé cette phrase en disant « Ma plus grande chance, vous voyez, ma plus grande chance, c'est qu'en étant enfant, je n'ai jamais obtenu ce que j'ai désiré. » Mais ça a transformé sa vie. Vous voyez, les enfants de la rue que nous avons ici, il a fait le talibé, enfant de la rue, à Kaolack. Il est devenu vice-président de la Cour internationale de justice. C'est quand même extraordinaire. Donc, ces faiblesses, on doit les exploiter, les transformer en atouts. Je suis absolument d'accord avec vous sur l'importance de l'infrastructure technologique aujourd'hui. Dire que 47% ont accès, c'est triste. Aujourd'hui, on doit être dans du 95, voire du 100%, c'est tout. La téléphonie mobile, on est à 110%, non? 113. Et si on a l'Internet dans le mobile, ça signifie qu'on a plus de la population, parce qu'on en a un ou deux. Ça montre que c'est possible. Qu'est-ce qu'on fait pour que le maillage, l'aménagement numérique du territoire soit intégral? Je crois que c'est plus important que l'aéroport. Si aujourd'hui, vous avez le numérique partout, dans toutes les zones reculées du Sénégal, mais regardez toutes les zones inoccupées, où la densité démographique est extrêmement faible, on peut les repeupler. Et tout ça, on ne le fait pas. Ce sont des possibilités extraordinaires qui s'offrent à nous. Quand on parle, mon cher collègue, professeur Gay, merci, parce que je pense que c'est aussi notre responsabilité académique. On ne peut pas entrer sous le dictat des questions de qui que ce soit.
On doit toujours montrer que c'est ça notre liberté. On est libre de transformer et de parler à partir du prisme que l'on peut privilégier. Et donc, ça fait toujours plaisir d'avoir un des siens dans la salle pour remarquer le glissement qu'on a cherché à dissimuler. Mais merci beaucoup. Et quand vous parlez de la sécurité de la gestion des données, aujourd'hui, c'est la problématique de la souveraineté numérique. Est-ce qu'on est souverain? La souveraineté, au plan global, ne concernait que les gouvernements, les États. Mais aujourd'hui, elle concerne les individus. Un individu normal, évoluant dans le cyberespace, doit être souverain par rapport à ces données. Je voyais tout récemment le Conseil national du numérique en France essayer de suggérer même l'adoption d'un droit à l'autodétermination informationnelle. Pour montrer que le droit de la protection des données commence déjà à appartenir au passé. Il ne suffit pas de protéger pour protéger, mais il faut avoir la possibilité de se décider en tenant compte des informations que les gens détiennent sur nous. C'est très important. Aujourd'hui, si je voulais approfondir, j'aurais posé la question pour tous les États. Les pays développés l'ont, mais nous, on traîne encore. Est-ce qu'on a un schéma directeur de l'information publique dans nos États? On ne réglemente pas les données publiques numériques, on ne les régule pas. Et on n'a pas de schéma. Qu'est-ce qu'on fait de nos agences de statistiques? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que la statistique décisionnelle aujourd'hui est à sa place? Est-ce que les gouvernements l'utilisent pour planifier et s'organiser? Vous voyez aujourd'hui, quand on parlait, l'ingénieur Seringom, sur l'analogique au numérique, je ne parle pas d'une disparition de l'analogique. Je me suis mal exprimé. Je veux juste viser, pointer du doigt la fin de l'analogique absolue, de l'analogique totale.